J'ai toujours été la seconde option dans ma famille, jamais le favori, jamais l'enfant prodige, simplement matheux, le comptable. Mon frère Raphaël, en revanche, a toujours été la fierté de nos parents. Quand nous étions enfants, Raphaël recevait le vélo flambant neuf, tandis que je récupérais les anciens modèles qu'il avait utilisés. Pour les anniversaires, il obtenait des consoles de jeux vidéo coûteuses, alors que moi, je recevais des livres ou des vêtements. Au lycée, ma mère et mon père assistaient à tous les matchs de football de Raphaël, mais ils n'ont participé qu'à une seule de mes compétitions de débat. Ce qui, soit dit en passant, j'avais gagné. Malgré cela, ils ont passé la moitié du temps à parler de combien Raphaël aurait été fier. Le testament de grand-père n'était que la cerise sur le gâteau d'une vie entière de favoritisme. Raphaël a hérité de la grande maison à 4 chambres située dans le meilleur quartier de la ville, tandis que j'ai reçu une petite maison à 2 chambres en périphérie. Ma mère avait supplié grand-père de laisser la plus grande maison à Raphaël. Une fois, je l'ai entendu lui parler sans qu'elle s'en rende compte. « Papa, s'il te plaît, disait-elle, Raphaël aura un jour une famille. Il a besoin de l'espace. Matheux se débrouillera avec la plus petite. » Je n'ai jamais rien reproché de tout cela. À quoi bon? Dans notre famille, Raphaël passait toujours en premier. C'est ainsi que les choses fonctionnaient. Alors, je n'étais pas surpris lorsque, lors de notre dîner familial mensuel, Raphaël et sa femme Amanda échangèrent un regard complice avant d'annoncer qu'ils avaient une grande nouvelle. « Nous avons décidé de vendre la maison », déclara Raphaël, souriant de toutes ses dents. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. « Nous allons investir dans une opportunité incroyable », continua Amanda, presque en sautant sur sa chaise. L'ami de Raphaël, Gustavo, lance une plateforme technologique révolutionnaire qui connecte des investisseurs à des startups. Nous entrons dès le début. Ma mère et mon père applaudirent avec enthousiasme. « Quelle merveilleuse idée !» s'exclama maman. « Et quel genre d'entreprise ?» demandai-je prudemment. « C'est compliqué », répondit Raphaël en agitant la main avec désinvolture. « Gustavo lance une plateforme qui va transformer le monde du capital risque. Nous allons gagner beaucoup d'argent. Gustavo estime un retour sur investissement de 300% la première année, ajouta Amanda. 300%, répétai-je en posant ma fourchette sur la table. Ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Écoutez, vous avez 2 jeunes enfants. Bianca n'a que 5 ans, et Gabriel vient juste d'en avoir 3. Êtes-vous sûr que vendre la maison est la meilleure option? Peut-être serait-il préférable d'investir seulement une partie de vos économies. L'atmosphère dans la pièce sembla soudain baisser de 10 degrés. Amanda soupira bruyamment, et Raphaël me lança ce sourire condescendant que je connaissais depuis toujours. « Matheux, dit-il lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant, je sais que tu veux aider, mais j'ai étudié la finance à l'université de Monte-Claro. Toi, tu es comptable et tu as fait tes études dans une université communautaire. Je crois que j'y connais un peu plus en matière d'entrepreneuriat que toi. » J'ai serré les dents. Ce que Raphaël ne mentionnait jamais, c'est qu'il avait à peine réussi à obtenir son diplôme à Monte-Claro, tandis que moi, j'avais terminé avec les honneurs et avais été promu 2 fois en 3 ans au bureau. De plus, poursuivit Raphaël, grand-père m'a donné la plus grande maison pour une bonne raison. Il savait que j'étais doué pour les affaires. C'est exactement le type d'opportunité qu'il aurait voulu que je saisisse. J'aurais pu dire là, tout de suite, que grand-père n'avait donné la maison à Raphaël que parce que maman avait pratiquement supplié. J'aurais pu souligner que grand-père, qui avait bâti une fortune modeste grâce à une vie d'économie et d'investissement conservateur, aurait été horrifié à l'idée que Raphaël vende sa maison pour investir dans une plateforme technologique aussi vague. J'aurais pu mentionner que Gustavo avait déjà échoué dans 3 startups différentes au cours des 5 dernières années. Mais à quoi bon? Raphaël était adulte. Lui et Amanda avaient pris leur décision, et sincèrement, après une vie passée à être la seconde option, je n'étais pas particulièrement enclin à le sauver de lui-même. « Tu as raison », dis-je en prenant une autre gorgée d'eau. « La décision vous appartient. » Maman sourit fièrement à Raphaël. « Nous sommes tellement fiers de toi pour avoir pris ce risque, dit-elle. Il faut du courage pour saisir une telle opportunité. » Papa hocha la tête. Ton grand-père serait également fier. Pendant le reste du dîner,
Raphaël et Amanda parlèrent de tout ce qu'ils comptaient faire avec leur future fortune, voyager autour du monde, acheter une maison au bord de la plage, inscrire leurs enfants dans une école privée. Je suis resté silencieux, hochant simplement la tête et souriant quand nécessaire. Pendant ce temps, je repensais mentalement aux années que j'avais passées à rénover ma petite maison. Petit à petit, j'avais mis à jour chaque pièce avec l'argent économisé grâce à mon dur travail de comptable. Le mois dernier, j'avais terminé la cuisine. L'étape suivante était la salle de bain. 3 mois après ce fameux dîner, je profitais d'un moment de calme dans ma toute nouvelle salle de bain, sous une douche chaude équipée d'un effet pluie. Lorsque mon téléphone portable a commencé à vibrer de manière insistante, j'ai d'abord ignoré les appels. Mais après la 5e sonnerie consécutive, j'ai coupé l'eau et me suis enveloppé dans une serviette. 6 appels manqués de maman. Ce n'était pas bon signe. J'ai immédiatement rappelé, encore trempé, laissant des gouttes d'eau tomber sur le carrelage de la salle de bain. Matheux, Dieu merci, répondit maman, d'une voix tendue. Peux-tu venir ici? C'est au sujet de Raphaël. 1 heure plus tard, je me garais dans l'allée de mes parents et remarquai immédiatement quelque chose d'étrange, un tas de valises et de cartons s'empilaient sur le porche. Avant même que je ne sonne, la porte s'ouvrit brusquement, et Bianca et Gabriel se précipitèrent vers moi, faillant me renverser. « Oncle Matheux !» cria Bianca. « Maintenant, on va vivre avec mamie et papy. » Je levai les yeux et vis ma mère debout à l'entrée, le visage fatigué et épuisé. Derrière elle, Raphaël faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, tandis qu'Amanda était assise sur le canapé, fixant l'écran de son ordinateur portable d'un regard vide. « Que se passe-t-il » demandai-je, bien que je commençais déjà à deviner. Maman me fit entrer et referma la porte derrière nous. « Raphaël et Amanda ont dû quitter l'appartement » murmura-t-elle. Le loyer était trop élevé. Ah, donc l'argent de la maison avait déjà disparu. Après avoir vendu la maison, Raphaël et Amanda avaient rapidement acheté une Porsche 911 rouge tape à accent grave-l'œil, totalement inadaptée pour une famille avec 2 jeunes enfants. Puis, ils avaient loué un appartement de luxe en plein centre-ville, et Raphaël avait démissionné de son poste stable à la banque pour se concentrer sur leur investissement. Ils avaient injecté environ 500 000 dans le projet de Gustavo et dépensé les 100 000 restants pour la voiture et un voyage extravagant aux Maldives, laissant leurs enfants chez mes parents pendant 3 semaines. Gustavo dit que le premier trimestre est toujours plus lent, déclara Raphaël à voix haute en raccrochant. Il força un sourire. Mais ça va s'améliorer d'un moment à l'autre. Je me dirigeai vers la cuisine pour prendre un verre d'eau, et mon père me suivit. À quel point la situation est mauvaise, demandai-je doucement. Mon père soupira, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Ils ont tout brûlé. Le loyer de l'appartement était de 8 000 par mois, et les paiements pour la voiture ajoutaient encore 2005 cents. Ils n'ont pas pu tenir le rythme des factures, et l'investissement? L'expression de mon père s'assombrit. Gustavo continue de dire qu'ils sont sur le point de faire une grande percée. Il secoua la tête. Mais j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Au cours des semaines suivantes, j'observais de loin Raphaël désespérément à la recherche d'un emploi. Finalement, il réussit à décrocher un poste dans une concession automobile, une nette rétrogradation par rapport à son ancien travail à la banque, mais au moins, c'était quelque chose. Pendant ce temps, Amanda tentait de maintenir les apparences, publiant des photos soigneusement choisies sur les réseaux sociaux pour feindre que tout allait bien. Mais les choses étaient loin d'être idéales. La petite maison modeste de mes parents n'était pas conçue pour accueillir 6 personnes. Une nuit, ma mère m'appela, sa voix teintée d'épuisement. « Matheux, mon chéri, je déteste te demander ça. » Hésita-t-elle. « Nous avons du mal à acheter de la nourriture avec autant de bouches à nourrir, tu comprends? » Je savais déjà ce qui allait suivre. « Combien as-tu besoin, maman? » « Oh, n'importe quelle somme aiderait, » répondit-elle rapidement. « Nous sommes juste un peu serrés ce mois-ci. » Je promis de transférer l'argent immédiatement et décidai d'envoyer 600, assez pour les aider sans compromettre mon budget. Quand je mentionnai le montant, elle me remercia avec effusion, mais je perçus une légère déception dans sa voix. Elle s'attendait clairement à plus. Le mois suivant, je reçus un autre appel, puis encore un autre. Les transferts de 600 devinrent un engagement mensuel. Je n'avais rien contre aider,
mais je ne pus m'empêcher de remarquer qu'en dépit de toutes leurs difficultés financières, Raphaël et Amanda gardaient encore la Porsche. Priorité, je suppose. Une nuit, je me rendis à l'anniversaire de ma cousine Béatrice. J'espérais que cela serait une échappatoire à la tension familiale, mais je me trompais. Ma tante Patricia me coinça près de la table des desserts. « Matteux, mon chéri » murmura-t-elle, jetant un regard autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Comment gères-tu toute cette situation avec Raphaël ?» Je haussai les épaules. « Je fais de mon mieux pour aider comme je peux. » Tante Patricia se rapprocha encore plus. « Eh bien, tu dois savoir que tes parents sont au bout du rouleau. Ils adorent Raphaël, bien sûr, mais avoir toute sa famille ici met beaucoup de pression. » Elle but une gorgée de vin et baissa la voix. « Entre nous, ils ont un plan pour régler ça. » Une sensation étrange s'installa dans mon estomac. « Quel genre de plan ? » ? « Ils veulent que Raphaël et sa famille emménagent chez toi. » Mon assiette faillit tomber de mes mains. « Quoi ? Ta mère pense que c'est logique, vu que tu vis seul dans une maison à 2 chambres. » Je restai figé, choqué, tandis que tante Patricia tapotait mon bras avec sympathie. « Je pensais que tu devais savoir. Ça ne me semblait pas correct qu'il planifie ça dans ton dos. » La fête continuait autour de moi, mais je pouvais à peine y prêter attention. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était l'audace de cette situation. Il ne prévoyait pas seulement de me demander d'accueillir Raphaël et sa famille, il voulait littéralement me pousser hors de ma propre maison. Sur le chemin du retour cette nuit-là, mon esprit tournait à plein régime. Je savais exactement ce qui allait suivre, les tentatives pour me faire culpabiliser, la pression familiale, le fameux « c'est juste pour un temps », qui, d'une manière ou d'une autre, deviendrait permanent. Et une fois que Raphaël et sa famille seraient installés, je serais celui qui paierait les factures, nettoierait leur désordre, et finalement abandonnerait mon propre espace. Non, non. Pas cette fois. Je n'allais pas les laisser encore se servir de moi. Quand je suis rentré chez moi, je me suis servi un verre de vin et me suis assis à la table de la cuisine, réfléchissant. Lorsque j'ai fini de boire, j'avais déjà un plan. Le lendemain matin, je suis entré sans avertissement dans le bureau de mon patron, Daniel. Il a levé les yeux de son ordinateur, surpris. « Matteux ? Tout va bien ? Je n'ai pas perdu de temps en préambule. Ce poste à la succursale de Porto Alegre est-il toujours disponible ? » Daniel s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. « C'est une position senior, Matteux. Elle implique plus de responsabilités, un nouvel environnement, un grand changement. » « Je suis prêt pour ça », ai-je répondu avec conviction. Ça fait 5 ans que je travaille dans cette entreprise. J'ai toujours surpassé mes objectifs. Mes évaluations de performance sont impeccables. J'ai toutes les qualifications nécessaires. Daniel a hoché la tête, pensif. « Et écoute, je ne voulais pas te perdre ici, mais... » Lila sourit. « Tu serais un excellent choix pour ce poste. Je vais passer quelques coups de fil. » Il a marqué une pause. « Le poste commence dans 4 semaines. Cela te donne assez de temps pour organiser ton déménagement. » « Parfait, » ai-je répondu, calculant déjà mentalement mes prochaines étapes. Dès que je suis sorti du bureau de Daniel, j'ai appelé mon amie Jana, qui travaillait comme agent immobilier. Et il faut que je vende ma maison le plus rapidement possible. Je suis allé droit au but. « Eh bien, ta maison est dans un très bon quartier, et tu as fait des rénovations incroyables, » a-t-elle réfléchi un instant. « Si on met un prix compétitif, on pourrait avoir des offres sous une semaine. » « Mais, Matteux, es-tu sûr de toi ? » Jamais je n'avais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie, ai-je affirmé sans hésitation. Les 2 semaines suivantes ont été une course contre la montre. Jana a fait du bon travail. En seulement 5 jours, nous avons reçu 3 offres concurrentes. J'ai accepté la plus élevée, 285 000 et 45 000 de plus que ce que j'avais payé quand j'avais acheté la maison il y avait 4 ans. Pas mal pour un petit bien immobilier. Pendant ce temps, j'ai commencé à chercher des appartements à Porto Alegre, en priorisant les zones proches de la succursale de l'entreprise. Le marché immobilier y était plus abordable qu'à ma ville actuelle, et j'ai trouvé un bel appartement d'une chambre dans un immeuble moderne, avec salle de sport et terrasse sur le toit,
pour 220 000. J'ai fait une offre immédiatement et j'ai lancé le processus d'achat. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit à ma famille. Ma mère m'a appelé 2 fois, d'abord pour me remercier pour l'argent que je transférais chaque mois, puis essayant de paraître décontractée en me demandant si je serais libre pour dîner le samedi suivant. Nous avons quelque chose dont nous aimerions discuter avec toi, a-t-elle dit, feignant de ne pas être inquiète. Bien sûr, maman, ai-je répondu sur le même ton. Je serai là. J'ai réservé une société de déménagement pour emballer et transporter la plupart de mes affaires vers un entrepôt à Porto Alegre, ne laissant que ce qui tenait dans 2 valises, quelques vêtements pour quelques semaines, mon ordinateur portable et quelques objets personnels. Le lendemain du déménagement, je me suis installé dans une auberge simple au centre-ville. C'était étrange de dormir dans un lit superposé, partageant la chambre avec des inconnus, mais c'était temporaire. Il ne restait plus que 3 jours avant mon vol. Le samedi soir, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour la dernière fois. Je me suis garé à un pâté de maison pour éviter qu'ils remarquent que mon coffre était rempli de tout ce qui restait de ma vie ici. En marchant vers la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Cela serait la confrontation que j'avais évitée toute ma vie. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire tendu. « Matteux, c'est bien que tu sois venu. » Nous étions sur le point de servir le dîner. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Mon père était assis en bout de table, l'air inconfortable. Raphaël et Amanda étaient également là, avec des expressions qui essayaient de paraître amicales, mais qui me semblaient plutôt arrogantes. Les enfants n'étaient pas en vue. Nous avons échangé quelques mots creux avant que ma mère ne pose finalement sa fourchette pour aller droit au but. « Matteux, mon chéri, nous voulions parler avec toi de ta maison. » « Et qu'y a-t-il » ai-je demandé, feignant l'innocence. « Les biens » continua ma mère, adoptant ce ton persuasif qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que je cède quelque chose pour le bénéfice de Raphaël. « Ton père et moi pensons qu'il serait logique que Raphaël et sa famille restent chez toi pendant un moment, juste jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. » J'ai regardé Raphaël, qui gardait les yeux fixés sur son assiette. Amanda m'observait attentivement, avec un éclat provocateur dans le regard. « Pour combien de temps » ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Raphaël haussa les épaules. « Nous ne savons pas encore. Mais les choses commencent à s'améliorer avec l'investissement. Gustavo a dit que le grand tournant pourrait arriver d'un moment à l'autre. » Je dus me retenir de rire. 3 mois plus tard, et il s'accrochait encore à cette illusion. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répondis-je en essayant de garder mon calme. Ma maison est petite, elle n'a que 2 chambres. Tu peux prendre la plus petite et leur laisser la suite, suggéra rapidement ma mère. Ou peut-être pourrais-tu rester chez un ami pendant un moment, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. J'ouvris la bouche pour protester, mais je m'arrêtai. À quoi bon? D'ici quelques jours, je serai loin, et tout cela n'aurait plus d'importance. Le mieux serait de les laisser croire qu'ils étaient aux commandes. J'ai soupiré lourdement, laissant mes épaules s'affaisser comme si j'étais en train de céder. « Ah très bien, dis-je d'une voix neutre. Quand compte-t-il emménager ?» Ma mère sembla surprise, s'attendant visiblement à plus de résistance. « Nous pensions au week-end prochain. Cela te convient? » Bien sûr, répondis-je, jouant distraitement avec ma nourriture. Je suppose que je vais commencer à emballer quelques affaires. Raphaël et Amanda échangèrent des regards triomphants. Ma mère semblait soulagée. Mon père évitait toujours de me regarder. Le reste du dîner passa dans un brouillard. Ma mère, mon père, Raphaël et Amanda commencèrent à discuter de la logistique, quels meubles resteraient, lesquels iraient au garde-meubles, comment mon bureau pourrait être transformé en une chambre de jeu pour les enfants. J'étais là, poussant la nourriture sur mon assiette, répondant seulement quand on me posait directement une question. Après le dessert, je me levai. Je dois y aller. J'ai beaucoup de choses à organiser avant le déménagement. En sortant par la porte, j'entendis encore leur conversation continuer, à voix basse mais parfaitement audible. Je t'avais dit qu'il accepterait, murmura ma mère. Matteux a toujours été raisonnable. Devrions-nous l'aider avec son déménagement, demanda mon père. Ce n'est pas nécessaire, répondit Amanda nonchalamment.
La plupart des choses peuvent simplement rester dans le garage. Ce n'est pas comme s'il avait quelque chose de valeur. Nous aurons besoin d'un nouveau canapé, ajouta Raphaël. Celui qu'il a est horrible, ça me casse le dos. Je fermai doucement la porte derrière moi, leur voix s'estompant à mesure que je m'éloignais. Ils m'avaient déjà effacé de l'équation. Ils planifiaient déjà d'occuper mon espace, de remplacer mes affaires par les leurs, comme si je n'avais jamais existé. Mais ils ignoraient que là-bas, il n'y avait plus rien à prendre. De retour à l'auberge, je pris mon téléphone et vis un message de ma mère, « Merci de comprendre, mon chéri. Ton frère est très reconnaissant. » Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'envoyai rapidement un message à Jana, confirmant que tout se déroulait selon le plan. « Tout est en ordre », répondit-elle immédiatement. Les nouveaux propriétaires récupèrent les clés jeudi. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, fis mon check-out à l'auberge et me rendis directement à l'aéroport. Lorsque l'avion décolla, m'emportant vers ma nouvelle vie à Porto Alegre, je sentis un poids immense quitter mes épaules. Mon nouvel appartement serait prêt dans 2 jours. Mon nouveau travail commencerait dans 1 semaine. Après l'achat de l'appartement, j'avais encore environ 65 000 du prix de vente de la maison, argent que, bien sûr, je prévoyais d'investir prudemment, contrairement à certaines personnes que je connaissais. Ma première semaine à Porto Alegre passa dans un agréable flou. Je m'installai dans mon nouvel appartement, un loft moderne d'une chambre avec des fenêtres allant du sol au plafond et une vue incroyable sur la ville. Le quartier était vibrant, plein de cafés et de petites boutiques. Mon nouveau travail venait avec un bureau privé et une augmentation de salaire de 15%. Tout se passait exactement comme prévu. Jusqu'au jeudi soir, exactement 1 semaine après avoir quitté ma ville natale, lorsque je déballais les dernières boîtes dans la cuisine. Mon téléphone explosa de notifications, 27 appels manqués en seulement 2h15 de ma mère, 8 de mon père et 4 de Raphaël, ainsi que des dizaines de messages textes, chacun plus désespéré que le précédent. Je savais exactement ce qui s'était passé. Aujourd'hui était le jour où Raphaël et sa famille devaient emménager dans ma maison. Je pouvais visualiser la scène parfaitement, Raphaël arrivant avec un camion de déménagement rempli de meubles et de cartons, sonnant à la porte, pour découvrir des inconnus vivant là. Je pris une coupe de vin et m'affalai sur le nouveau canapé, réfléchissant si je devais répondre ou simplement bloquer tous les numéros. Avant que je ne prenne une décision, mon téléphone sonna à nouveau. C'était ma mère. Contre toute attente, je décrochai. Matteo Eduardo Ferreira, la voix de ma mère fut si forte que je dus écarter le téléphone de mon oreille. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Bonjour à toi aussi, maman, » répondis-je calmement, prenant une gorgée de vin. « Ne fais pas l'innocent. Raphaël vient d'arriver chez toi. Avec le camion de déménagement, et il y a une autre famille qui vit là. Ils ont dit qu'ils avaient acheté la maison il y a 2 semaines. » « C'est exact, » confirmai-je. Les Anderson, un couple très sympathique, avec 2 adolescents. Ils ont fait une excellente affaire. Le silence de l'autre côté fut presque assourdissant. Puis elle reprit enfin, « Alors tu as vendu ta maison sans prévenir personne ?» Sa voix tremblait d'indignation. « Ah, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi déloyal ?» Je faillis m'étouffer avec mon vin. « Déloyal ?» J'éclatai d'un rire sec. Et ça venant de quelqu'un qui prévoyait de me chasser de ma propre maison sans même demander. Un autre silence. Puis, d'une voix bien plus contenue, presque froide, elle demanda, « Où es-tu, Matteo ?»« À Porto Alegre. J'ai eu une promotion. Je suis maintenant comptable senior dans la filiale de l'entreprise ici. » Sa voix vacilla. « Alors tu es simplement parti, sans dire au revoir, sans rien dire à personne ? Plus ou moins comme vous aviez prévu de me retirer ce que j'avais acquis seul sans même me consulter, rétorquai-je. Ce n'est pas pareil, insista-t-elle. Nous sommes une famille. Nous avions besoin de ton aide. Non, maman, ma patience s'épuisait. Si Raphaël et Amanda avaient besoin d'un sauvetage financier pour leurs erreurs, et que plutôt que de les responsabiliser, tu as encore décidé que c'était moi qui devais me sacrifier, comme toujours. Ce n'est pas juste. Ma voix claqua, coupante. Toute ma vie a été ainsi, Raphaël d'abord, Matteo ensuite. Quand nous avions besoin de vêtements neufs pour l'école,
Raphaël obtenait les plus chers. Lorsque nous avions des événements le même jour, vous alliez au sien. Quand grand-père est mort, Raphaël a hérité de la plus grande maison parce que tu l'as convaincu qu'il la méritait plus. Et maintenant que Raphaël a commis la plus grosse erreur de sa vie, qu'il a tout gaspillé dans une idée absurde avec Amanda, votre solution a été de simplement me prendre la seule chose que j'ai conquise seule, ma maison. Silence pendant un moment. Je pensais qu'elle avait raccroché. Puis j'entendis sa voix à nouveau, mais plus froide que jamais, je ne sais pas à qui tu penses parler, jeune homme. Mais je suis toujours ta mère. Elle marqua une pause. Et, à partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. J'étais préparé à la colère, aux manipulations émotionnelles, aux accusations de culpabilité. Mais ça faisait plus mal que je ne l'avais anticipé. Je pense que nous savons tous les deux que ça a toujours été ainsi, maman, dis-je calmement. Ah, et je vais annuler les transferts mensuels que j'envoyais pour aider la famille de Raphaël. C'est fini. Elle resta silencieuse encore une fois, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit, sa colère contre moi pesant face à leurs besoins de mon argent. Nous ne voulons pas de ton argent, dit-elle enfin, mais sa voix manquait de conviction. Parfait. Parce que vous n'en recevrez plus. Au revoir, maman. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre et bloquer son numéro. Ensuite, je fis de même avec mon père, Raphaël et Amanda, coupant définitivement tout contact. Presque immédiatement, mon téléphone se mit à vibrer avec des messages de numéros inconnus, Raphaël utilisant le téléphone de mon père, ma mère envoyant des messages via un ami. J'éteignis complètement mon téléphone et terminai mon vin dans un silence enfin paisible. Le lendemain, j'achetai un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. Je le partageais uniquement avec mes amis les plus proches, mes nouveaux collègues de travail et quelques membres de la famille en qui j'avais encore confiance, comme tante Patricia, qui m'envoya un magnifique bouquet de fleurs pour me féliciter. Quand je racontais ce que j'avais fait, 6 mois s'étaient écoulés. Je prospérais dans mon nouveau poste, je m'étais fait de nouveaux amis, j'étais sorti avec quelques personnes, rien de sérieux, mais surtout, je vivais ma vie selon mes propres termes, sans l'ombre des attentes de ma famille pesant sur moi. De temps en temps, je pensais à eux, me demandant si Raphaël et sa famille vivaient toujours chez mes parents, si l'investissement avait rapporté quoi que ce soit, j'en doutais. Si ma mère et mon père continuaient à payer toutes les dépenses, s'ils avaient réfléchi à la façon dont ils m'avaient traité, s'ils regrettaient un jour. Mais la plupart du temps, je ne pensais simplement plus à eux. Un dimanche matin, alors que je prenais mon café sur la terrasse, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu, mais avec l'indicatif régional de ma ville natale. J'allais presque ignorer l'appel, mais la curiosité l'emporta. Allô ? Salut Matteux, c'est Béatrice, ta cousine. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai eu ton numéro auprès de tante Patricia. Je pense que tu devrais savoir ce qui se passe ici. Un nœud se forma dans mon estomac. Que s'est-il passé ? Raphaël et sa famille vivent toujours chez tes parents, fit-elle, marquant une pause. Ils sont dans une situation difficile. L'investissement était une arnaque. Gustavo a disparu avec tout l'argent il y a des mois. Je ne peux pas dire que je suis surpris, murmurai-je. Les oui, soupira-t-elle. Tes parents sont également en difficulté. Ils ont des dettes parce qu'ils continuent à subvenir aux besoins de 4 personnes de plus. Ton père a dû sortir de sa retraite pour travailler à mi-temps dans un magasin de bricolage. Je ne dis rien. J'attendis le discours de culpabilisation, la demande pour que je revienne aider financièrement. Mais Béatrice me surprit. Je ne te raconte pas ça parce que je pense que tu devrais les aider, dit-elle rapidement. En réalité, c'est tout le contraire. Tout le monde dans la famille commente à quel point tu as été le seul à avoir eu la sagesse de partir quand tu l'as fait. Elle marqua une pause. Même ta mère a admis, lors d'une conversation avec ma mère, qu'il n'aurait jamais dû essayer de te prendre ta maison. Après avoir raccroché, je restais assis sur la terrasse pendant longtemps, observant la ville en contrebas. Je ne ressentais aucune satisfaction face aux difficultés de ma famille, mais je ne ressentais pas non plus de culpabilité. Ils avaient fait leur choix, et moi, j'avais fait les miens. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi de me mettre en priorité, et je n'accepterai plus jamais d'être relégué au second plan.
Le téléphone resta dans ma main quelques instants après la fin de l'appel. Bien que je sache que j'avais pris la bonne décision, une sensation étrange d'un cycle qui se refermait me suivait. Je n'éprouvais aucun remords, mais il y avait quelque chose de surréaliste à savoir que ma mère avait admis même en privé qu'ils avaient commis une erreur. D'une certaine manière, je savais déjà que cela arriverait. Après tout, il m'avait toujours vu comme une ressource inépuisable, l'option fiable, la personne que l'on pouvait toujours repousser au second plan, car au final, je céderais. Sauf que cette fois, je n'ai pas cédé. J'inspirais profondément et rentrai dans l'appartement. Il y avait encore du travail à faire. Mon nouveau moi allait bien, ma vie était stabilisée, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus à porter le poids des besoins de personne d'autre que les miens. Les mois passèrent, et les nouvelles concernant ma famille devinrent de plus en plus sporadiques après cet appel de Béatrice. Je ne fis aucun effort pour en savoir davantage. Si quelqu'un mentionnait ma mère, mon père ou Raphaël, je changeais de sujet. Je n'avais plus besoin de ces informations. Mais le destin a une façon curieuse de nous ramener au passé, même lorsque nous croyons avoir tout laissé derrière nous. C'était presque un an après mon déménagement que je les revis. Je revenais d'un voyage professionnel lorsque je décidai de faire une petite halte dans ma ville natale. Pas parce que j'avais le mal du pays loin de là, mais parce qu'il y avait quelque chose que je devais voir de mes propres yeux, mon ancienne maison. Je conduisis jusqu'au quartier, ressentant un mélange de nostalgie et de soulagement en voyant les rues familières. Mais quand je tournais au coin de la rue, un peu à distance, mon ancienne maison n'était plus la mienne. La façade avait changé, les nouveaux propriétaires avaient repeint les murs, refait le jardin. Ils avaient transformé cette maison en un foyer, et je ne ressentais absolument rien pour cela. C'était comme regarder un chapitre d'un livre déjà fermé. Mais avant que je ne puisse partir, je vis quelqu'un traverser la rue un peu plus loin. Ma mère. Elle semblait usée. Ses cheveux, autrefois toujours impeccablement coiffés, étaient ébouriffés, et ses vêtements simples, sans la vanité excessive qu'elle affichait autrefois. Elle ne me vit pas. Je suivis son chemin du regard, et bientôt, je compris où elle se dirigeait, la maison de mes parents, où maintenant 5 personnes vivaient. La façade était négligée, le jardin en friche, et 2 vieilles chaises étaient posées sur la véranda. Ils étaient encore là. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, Raphaël n'avait jamais réussi à se redresser. Et s'il était encore là, cela signifiait sûrement que mes parents continuaient de tout payer. La curiosité prit le dessus. Je devais voir jusqu'où cela avait mené. Je garai ma voiture près d'un petit supermarché du quartier et entrai. Je parcourus les rayons, pris une bouteille d'eau, et lorsque je me dirigeais vers la caisse, je vis mon père. Il était derrière le comptoir, travaillant. Ma cousine avait raison, il avait vraiment quitté sa retraite pour subvenir aux besoins de Raphaël et de sa famille. Il ne me vit pas, et je ne fis aucun effort pour attirer son attention. Je payai simplement mon eau et sortis. Mais une chose était claire, ils payaient le prix de leur propre choix. Raphaël n'avait jamais retrouvé de travail dans son domaine après avoir perdu tout son argent dans l'arnaque de Gustavo. Il avait tenté de petits projets, mais aucun n'avait fonctionné. Lui et Amanda restaient au chômage, sans source de revenus stable. Et, pire encore, ils n'avaient jamais essayé de se débrouiller seuls. Il était plus facile de rester là où ils étaient. Après tout, ils avaient toujours eu mes parents pour résoudre leurs problèmes à leur place. Sauf qu'à présent, sans moi pour couvrir une partie des dépenses, tout le fardeau reposait sur les épaules de mon père et de ma mère. Autrefois si préoccupée par les apparences, ma mère n'avait plus de temps pour cela. Elle passait ses journées à régler les factures, essayant de maintenir un budget qui ne fermait jamais. Mon père, déjà fatigué par la vie, était de retour au travail, emballant des courses dans un petit supermarché pour payer les dépenses de base. Et Raphaël, le brillant, celui qui méritait plus, l'enfant préféré, ne faisait toujours rien. Il vivait exactement comme ma mère avait prévu que je vive, dépendant, piégé.